Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Amis auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur Radio M pour l'invité du direct avec un habitué, Monsieur Taoufik Hasni, ancien vice-président de Sonatrach et expert en particulier de la transition énergétique. Monsieur Taoufik Hasni, merci d'être parmi nous. Je vous remercie de faire l'honneur aussi de m'inviter à votre radio. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir pour nous accompagner, Hassan Haddouche. Je voudrais juste corriger un point. Je suis assez sensible sur le qualificatif d'expert. La dernière fois, je vous ai dit, je ne suis pas un expert. Je suis un consultant en transition énergétique. D'accord. Alors, on ajoutera à vos qualités celle de l'humilité et de la modestie. Hassan Haddouche nous accompagne, comme d'habitude. Bonjour. Pour l'invité du direct. Évidemment, on a repris cette nouvelle saison sur un accès sur une thématique forte, c'est l'énergie. On a reçu M. Amour Khalif la semaine dernière pour parler de ce qui a dominé l'actualité de la rentrée, c'est la variation du prix du pétrole, pour faire un peu des estimations sur cela. Mais on est aujourd'hui lundi 26 septembre, à la veille de l'ouverture d'un forum international dédié à la transition énergétique, très important, à Alger, demain. Et tout le monde ne parle que de la conférence parallèle, informelle, que les pays producteurs du pétrole doivent tenir à cette occasion. Est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment, M. Hasni, que la problématique de la transition risque d'être une fois de plus sacrifiée? Pour être honnête, je pense que la transition énergétique n'est pas cernée comme il se doit d'abord. Parce que en fait, c'est midi à la porte de chacun. Chacun essaie d'interpréter comme cela l'arrange le concept de transition énergétique. Mais dans les faits, si vous regardez ce qui devait traduire la transition énergétique, à savoir un développement d'un programme d'énergie renouvelable, c'est ça le seul élément. La transition, c'est quoi? C'est passer d'un modèle énergétique à un autre. Et le seul modèle que nous connaissons, c'est le modèle énergie fossile, 80%, pour passer à un modèle où les énergies fossiles devraient tomber à moins de 50%, et même à moins que ça, selon les conclusions de la dernière réunion de Paris, de la COP21, je vous le rappelle. Oui. Pour éviter que la température ne monte de plus de 2 degrés. C'est ça. Au niveau mondial. Qu'est-ce qu'il était dit? 80% des énergies fossiles devraient rester sous terre si on voulait atteindre cet objectif-là. Bon. Alors, ceci, à mon avis, ne peut pas être mis en œuvre de cette façon-là, mais au moins développer les énergies renouvelables. Et on s'aperçoit que depuis un programme de 2011, il y a 0,1% de réalisation à ce jour. Il y a juste 0,1% des 22 gigawatts prévus. Voilà. Un millième. Ça veut dire un millième, ça. Ça veut dire un millième. On a perdu un peu le fil. On a perdu un peu le fil de ce programme, effectivement, pendant ces années. Alors, on va essayer ensemble avec Hassan. Moi, je voudrais quand même vous poser une question. Enfin, on a reçu ici plusieurs invités. On a reçu en particulier du secteur, en particulier M. Yessar, des gens comme ça. Eux, ils nous disent qu'il y a en ce moment des centrales solaires qui sont en cours de réalisation et qui doivent être sur les hauts. C'est un peu le chiffre qui a été donné. 400 mégawatts en cours de livraison. Oui, c'est 400 mégawatts. Mais 400 mégawatts, ça fait plus que 0,1% quand même. En fait, prenez 400 sur 22 000. Ah ouais, d'accord. Donc vous les comptez, vous, les 400, hein, mais les 400 ne sont pas encore livrés. Ils ne sont pas encore entrés. D'accord. Pour moi, ce n'est pas intégré. D'accord. Attendons que cela arrive. Et oui, allez-y. Alors, la question qu'on a tous envie de poser tout de suite, c'est, on parle beaucoup de transition énergétique. On va parler du renouvelable. D'abord, on va parler ensuite de l'économie, des économies d'énergie, de l'efficacité énergétique. Donc, dans le cadre du renouvelable,
On a l'impression qu'il y a un fil qui s'est rompu, on sait pas faire. Alors le ministre, M. Boutelfa, a intervenu la semaine dernière sur une radio publique, sur la chaîne 3, pour ne pas la citer. Il a dit, on va changer le cadre réglementaire, on va inviter les étrangers à venir investir en Algérie parce qu'on n'a pas d'argent, et puis on va faire de Sonatrach un acteur de ce programme pour produire du renouvelable. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de renouer le fil et qu'on se remet en route? Je pense que c'est une avancée. Il faut reconnaître, hein, c'est une avancée. En fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit, d'abord, on va, au niveau du programme, on dit, on va le lancer. Les idées de M. Boutelfa en tant que BDG, je pense que que je partageais aussi, semble être assez pragmatique. Il a dit, il est clair que le programme tel qu'initialement arrêté en 2011 et révisé en 2014 ne peut pas tenir la route, et il faut équilibrer ça en presque 50% en solaire thermique, 50% en photovoltaïque. Et par contre, la crise faisant, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de ressources financières pour pouvoir relancer le programme. Et là, on touche par là même à une autre décision qui vient redéfinir les acteurs. Sonelgaz seul n'était pas l'acteur déterminant. Parce que si on parle maintenant d'acteurs déterminants, c'est un acteur qui doit être aussi présent sur le marché de l'électricité verte, à savoir en Europe. Et le seul acteur qui peut l'être aujourd'hui, c'est Sonatrach. Donc ça, c'est à mon avis un élément positif dans cette nouvelle vision. Mais est-ce que vous ne redoutez pas quand même que dans le staff de Sonatrach, moi j'ai écouté M. Mazouzi intervenir quelques jours plus tard sur la télévision publique, il n'avait pas l'air de savoir comment engager ce programme. Il était très très imprécis sur comment l'engager, alors que le ministre l'a chargé visiblement de le faire. Bon, M. Mazouzi, c'était 3 ou 4 jours après la décision, d'accord. Et je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. Je crois savoir qu'il y a tout un travail qui a été lancé au niveau de Sonatrach. Il y a une constitution de tout un groupe de travail pour les énergies renouvelables. Alors, je rappelle quand même à nos amis auditeurs que vous êtes, je sais que je vais faire offense à votre modestie, mais vous êtes un peu le père de la première centrale hybride en Algérie, à Hassi-R'Mel. Vous étiez à l'époque à la tête de Nil, qui était un aménageur de projet, et qui était une JV entre Sonatrach et Sonelgaz, principalement. Il y a aussi un acteur privé. Oui. Et les arguments qui vous ont permis d'attirer un acteur espagnol dans ce montage, oui, dans ces années-là, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore les utiliser, et est-ce que le contexte de marché a changé? Il est clair qu'aujourd'hui on a changé. Ce qui a changé fondamentalement, c'est la règle des 49-51 à Hassi-R'Mel. À Hassi-R'Mel, c'était comment? Alors rappelez-nous la... À Hassi-R'Mel, c'est l'acteur étranger est à 65%. Ce qui ne nous a pas empêché de tout contrôler. Ce qui n'a pas empêché que ce soit le seul projet qui est démarré et qui est rentable encore aujourd'hui. D'accord. Alors je vous pose tout de suite la question, Hassan aurait pu le faire aussi. Est-ce que le secteur du renouvelable n'est pas le premier secteur où il faut retoucher cette règle pour attirer les investisseurs étrangers? C'est une des recommandations. Il n'y a pas que ça. Oui, puisqu'on a parlé de ça. Oui, moi je voudrais qu'on reprenne un petit peu les choses dans l'ordre. Donc la grande nouveauté, vous avez dit la grande avancée faite par M. Boutelfa, enfin en tout cas dans les déclarations, c'est que M. Boutelfa nous dit clairement que il dit clairement, c'est très bien, c'est une priorité nationale, le renouvelable, etc., tout ce qu'on veut, mais il dit un programme aussi gigantesque, ça demande des ressources financières très très importantes, qui d'ailleurs avaient été... Alors moi je voudrais souligner quand même, son prédécesseur avait chiffré le programme du renouvelable. Il avait dit ça va nous coûter 60 milliards de dollars sur 15 ans. Hein, il avait dit... Non. 60 milliards, c'était la part algérienne, c'était les 50%. C'était 50%. Le programme global, était évalué à 1vent milliards. Encore plus. Donc bon, voilà, on les a pas. Hein. Donc M. Boutelfa dit on les a pas et on les aura pas dans les années qui viennent. Certainement pas. Surtout que l'État, dans les années qui viennent, va avoir besoin de son argent pour faire des écoles. Il l'a dit, pour faire des écoles, des routes, des... Bon, très bien. Alors,
on va avoir besoin d'investisseurs étrangers. Bon, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible d'envisager l'arrivée d'investisseurs étrangers pour des montants aussi considérables, disons, dans le cadre juridique actuel, et même d'ailleurs indépendamment de ce cadre juridique-là? Eh bien, je suis en train de vous dire que le cadre juridique n'est qu'un aspect. Nous proposons une autre démarche totalement différente. Nous, ce qu'on pense, c'est que vous voulez ramener un investisseur. Vous devez faire une analyse de tous les risques qui peuvent exister. Nous avons commencé à aller. Vous avez le risque sécuritaire, vous avez le risque de marché. Par exemple, lorsque vous avez vu la réaction lors de la dernière rencontre entre l'Union européenne et l'Algérie à l'Horacie, lorsque un intervenant dans le domaine de l'éolien est intervenu pour dire, écoutez, messieurs, 5000 mégawatts dans votre programme, vous n'attirez aucun industriel pour eux. Ce n'est pas un marché suffisant. Donc, vous devez revoir votre marché. Vous devez donc trouver les solutions pour lever toutes les contraintes administratives, les problèmes de terrain, les décisions. Tout ceci, nous avons une proposition à faire que nous allons exposer samedi prochain. Et quand vous dites nous, c'est-à-dire, pardon, vous parlez de qui? Des libres penseurs comme nous, c'est des gens qui s'investissent dans le développement, parce que l'initiative est ouverte aussi au privé. Et dans le cadre du FCE, on nous a demandé de réfléchir aussi à une démarche. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc vous le faites dans le cadre du FCE? À la demande du FCE. Du FCE. Mais cette réflexion, en fait, était déjà commencée à la demande d'investisseurs privés qui voulaient aussi... Donc dans les partenariats, dans une partie de l'épargne qu'il faudra lever pour financer ce programme-là, il y a une partie qui viendra peut-être des acteurs privés algériens aussi. Voilà, c'est ça. Il faudra. Et ils sont prêts. C'est pour ça qu'on dit... Alors, qu'est-ce qui va manquer quand même? Il va manquer une garantie du prix à la sortie, réduire le risque marché. Attention, lorsqu'on parle marché, vous avez certes le marché local, mais là, le dispositif concernant les tarifs de rachat pour les énergies renouvelables, il existe à moitié. Pour le solaire thermique, ils n'ont toujours pas sorti. Ah ouais, d'accord. Parce que comme on ne sait pas pourquoi ils ont décidé que le solaire thermique, parce que semble-t-il c'était trop cher, ce qui n'est pas vrai, et il fallait attendre 2020 pour lancer, on ne comprend pas. Alors que le véritable potentiel que nous possédons, c'est le thermique. Je viens de dire. Je pose quand même une question. Ça s'appelle le feeding price, feeding tariff. Bien. Est-ce que vous considérez que ce qui a été fixé par le règlement est incitatif? Le prix que l'opérateur de marché est prêt à payer à ceux qui produisent de l'électricité photovoltaïque, puisque c'est valable que pour le photovoltaïque, et de l'éolien, merci Hassan, est-ce que c'est rémunérateur? Est-ce que c'est suffisamment incitatif? Ce serait incitatif si on ne l'exprime pas en dinars. Vous avez vu, il y a 25% de perte de la valeur du dinar en une année. Donc déjà, il faudrait peut-être le revaloriser. Déjà. Non, il faut l'exprimer en devise. C'est-à-dire, pour qu'il soit plus stable. Équivalent de c'est l'équivalent de tant de dollars. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire. Même dans un règlement, on peut le faire comme ça en général. Bien sûr, vous pouvez le faire. Ou de dire que le tarif sera révisé en fonction du taux de change. Ça existe. Hein. Très bien. Donc j'ai bien compris. Vous souhaitez que ce cadre juridique soit étendu aussi au solaire thermique et qu'il ne soit pas limité seulement. Absolument. Très bien. Parce que c'est ça notre plus grand potentiel. Très bien. Mais alors, il y a quand même un problème. Qu'est-ce qui peut inciter aujourd'hui? Parce qu'on nous dit, vous nous dites qu'il y a des investisseurs algériens privés qui pourraient être intéressés. Je veux dire, compte tenu de la taille de l'investissement prévu, si vous nous dites que c'est des dizaines de milliards de dollars. Je veux dire, c'est forcément des investisseurs étrangers qui ont des ressources financières. Alors, qu'est-ce qui peut... Mais dans la situation actuelle... Vous parlez de deux choses différentes. Oui. Attention. Oui. Lorsqu'on parle d'investisseurs, c'est la contribution au capital. Oui. D'accord. Lorsque vous parlez de financement, c'est le financement de toute la valeur du projet.
un capital, c'est environ 20% seulement. D'accord. Après, on peut aller sur le marché financier. Voilà, très bien. Si tout va bien, oui. Tout va bien. Enfin, sur le marché financier, on peut dans le secteur bancaire surtout. Parce que le marché financier, voilà, mais il y a une chose qui reste quand même favorable. Qu'est-ce qui le financement, tout ce qui est développement durable, est plus facile aujourd'hui que notre financement. D'accord. Vous allez avoir les fonds de la COP 21, vous allez avoir beaucoup d'argent. Mais il faut savoir le récupérer. Est-ce que c'est réaliste? Voilà, la question que je me pose. Est-ce qu'on peut imaginer que des investisseurs étrangers donc, vont venir en Algérie, disons, et quel sera leur intérêt? Je dirais, quels sont les investisseurs qui pourraient venir clairement? C'est lesquels? C'est des Européens? C'est quoi? C'est des Moyen-Orientaux? C'est qui? Tous vont venir. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui va les pousser à venir? Parce que c'est le seul marché qui restera toujours dominant, c'est le marché de l'électricité. Il va toujours en croissance. On a vu même en pleine crise, il continue d'augmenter. Et aujourd'hui, vous pourrez avoir des contraintes en Europe sur l'augmentation de certains produits, mais l'électricité, ils paieront toujours. On a toujours besoin d'énergie. Le confort résultant de l'énergie. Donc vous pensez qu'ils vont venir de toute façon, ils ont intérêt à venir. Monsieur Bouterfa a dit une chose supplémentaire. Il a dit, alors ça va dans le sens de ce que vous avez dit tout à l'heure, il a dit ces investisseurs, ils ne vont pas seulement apporter des capitaux, ils vont aussi apporter la technologie. C'est évident. Donc la technologie sera aussi celle... bien sûr. Alors moi, ça me permet d'enchaîner sur une des critiques que moi-même, dans mes chroniques, que je faisais souvent à M. Bouterfa, c'est d'avoir fait monter un obstacle de taux d'intégration très fort dans la chaîne de valeur du renouvelable comme préalable au développement du programme. Il faut qu'on produise en Algérie telle chose. Et ça apparaissait comme étant quelque chose d'exagéré, parce qu'on ne demande pas la même chose dans le pétrole, dans la liquéfaction du gaz, où nous sommes présents depuis 1964. Et est-ce que vous avez le sentiment qu'avec ces dernières sorties, il a quand même il a renoncé un peu à cette exigence d'industrialisation préalable en Algérie? Écoutez, le constat qu'on peut faire, c'était une condition, je dirais... non discutable. On peut, à sa décharge, dire rapidement qu'il a essayé de faire du panneau photovoltaïque à Ruiba. Il a essayé de l'appliquer. C'est ça. Oui, mais ça n'a pas empêché d'importer pour 400 MW de panneaux solaires. D'accord. Oui. Donc, ça veut dire, c'est toujours bon. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il faut revenir. Pour pouvoir, j'avais défini il y en a pas beaucoup d'autres, c'est les financements, etc. Ça, on pourra en discuter plus tard. Mais il faut non pas lancer des projets en appel d'offres, mais un programme. Un programme, ça permet d'avoir un marché suffisant et rassurant pour l'investisseur. Et un programme, ça veut dire qu'il y aura plusieurs offres et que chacun pourra trouver sa part là-dedans. Avec un programme, l'industrie qui doit suivre n'a aucun problème à s'installer. Vous lancez un programme de 7 000 à 8 000 mégawatts en solaire thermique ou bien de 8 000 mégawatts en photovoltaïque. Maintenant, lorsqu'on va parler d'intégration, on a fait un mauvais choix sur le photovoltaïque. La technologie était à un degré de maturation tel que les Chinois se sont accaparés tout le marché et c'est impossible d'être compétitif. Donc c'était réellement irréaliste de penser qu'une industrie en Algérie allait pouvoir concurrencer ça. On parle du monocellulaire c'est ça, le silicium, c'est ça. Maintenant, le solaire thermique, il n'y a pas de Chinois sur ça. D'accord. Le solaire. Hassan n'est pas convaincu. Attendez. Mais ça y est. Non, je voulais vous demander justement. Attendez. Vous dites, les gens vont ramener les technologies. D'accord. Laissez-moi terminer. Et le solaire thermique, on peut l'intégrer à 70%. Le photovoltaïque, on n'aurait jamais dépassé les 40%. Et l'évolution de la technologie dans le photovoltaïque
fait que déjà l'usine qui allait démarrer allait devenir obsolète. Oui. Le solaire thermique, c'est quoi? C'est toujours la même chose, c'est des miroirs qui réfléchissent. Donc, il est difficile y a pas, l'évolution va être dans la réduction des coûts, c'est ce qui est en train de se faire. Donc, pardon, vous êtes un bon connaisseur, aussi un bon observateur du marché international. Bon, si on ramène les technologies, je reviens un petit peu à la question, si on ramène, on va ramener les technologies, nous on les a pas. Donc on va ramener. Qui est-ce qui détient les technologies justement aujourd'hui dans les? Vous dites qu'il faut procéder par des programmes. On va faire donc des appels d'offres par programme, des paquets comme ça. On peut citer l'exemple. Le miroir parabolique. Moi j'ai été sur un site à Séville il y a 5 ans. Le champ solaire était israélien. Ça, en principe, c'est un partenaire. L'information, la première usine qui a été construite au monde, c'est aux États-Unis dans les années 80, par LUZ, qui était une société israélienne. Oui, bon. Aujourd'hui, elle a disparu après la dérégulation du prix de l'électricité aux États-Unis. Il n'y avait plus de subventions pour l'électricité. Dieu merci. Voilà. Maintenant, la technologie, c'est les Espagnols, les Allemands d'abord, qui ont fait un partenariat avec les Espagnols. On parle du solaire thermique, là. Ah oui, c'est le champ solaire. Voilà. C'est les Espagnols, les Allemands. Voilà. Et il y a les Américains qui viennent. Et pour parler des Chinois, les Américains, vous savez, dans le solaire thermique, vous avez les miroirs paraboliques et vous avez les tours solaires. Oui. Les tours solaires, c'est maintenant les Américains. Les paraboliques, c'est l'Allemagne et l'Espagne. Et le Solar Reserve, qui est la plus grande société aux États-Unis, a signé un marché de 1000 MW avec les Chinois pour développer 1000 MW en Chine. Donc, les Chinois, après ça, vont devenir un acteur de ces technologies-là. La grande entreprise saoudienne dont vous nous avez parlé dans une émission précédente. Très active. Alors, à quoi c'est un numéro mondial. Vous nous avez dit que c'était un numéro mondial. Mais ils sont performants dans le solaire thermique? Absolument. C'est eux qui ont fait pratiquement les dernières centrales dans le MENA et en Afrique. Donc, ils figurent aussi dans la liste des partenaires possibles. Ils font partie des listes des acteurs que nous pensons vont réagir à... Non, moi je voudrais que vous orientez un petit peu notre réflexion, parce que je veux dire, voilà, on va lancer des programmes dans les années qui viennent. Bon, moi je voudrais pas qu'on ait un petit peu les mauvaises surprises qu'on a eues déjà dans l'ouverture d'un certain nombre de secteurs, comme le téléphone, etc., où on a vu arriver des partenaires dont personne n'avait jamais entendu parler. Donc là, écoutez, le grand problème dans toutes ces approches, c'est que pour pouvoir être efficace, il y a un concept qui n'est pas connu en Algérie. C'est la société de développement. La société de développement, c'est une société qui maîtrise l'ingénierie technologique, l'ingénierie financier, juridique, et qui mature un projet de A à Z. Z, c'est la fin de l'usine après 25 ans. Et cette société, généralement, se fait rémunérer par une participation dans le projet qui va être réalisé. Donc, dans les futurs montages, vous suggérez d'ajouter ce type de participants dans le tour de table. Dans le tour de table. Comment ont fait les Marocains pour démarrer et nous dépasser? Alors, comment ils ont répondu à la problématique des financements, de la sélection des acteurs, etc. Et puis, quel choix de filière ont-ils fait? Les Marocains ont fait un copier-coller du cahier de charge de Hassan. C'était la même taille, tout. Ils ont fait un copier-coller. On l'a développé en Project Finance, Hassan, il ne faut pas l'oublier. Et le point fort de notre projet, c'est qu'on avait bien serré les coûts. Le taux de rendement, le TRI de Hassan, on avait imposé, on choisirait un des paramètres de choix, c'était le taux de rendement le plus bas. Ça avait sursauté nos banquiers qui étaient surpris qu'on demande un taux le plus bas. La réaction était, messieurs, le financement est algérien. On ne va pas laisser l'étranger se rémunérer outragement sur notre argent. Et le taux de rendement de Hasselman, 5,2%.
C'est vrai que le taux de rendement sur le capital était de 10%, ce qui était déjà acceptable. Oui. Un projet capitalistique, les autres projets, c'était 14%. Mais les Marocains n'avaient pas le gaz. L'avantage de Hassi R'Mel, c'est quand même le gaz. Et comment ils ont fait? Oui, mais les Marocains, ils ont eu le financement des Saoudiens. Et les Saoudiens, pour prendre le marché, les taux le coût de l'argent était très bas. À peu près comme celui de Hassi R'Mel, on était à 4%. D'accord. Dans le monde, c'est 11 à 12%. Et lorsque vous passez de 11 à 12% à 4%, vous obtenez les tarifs qu'ils ont obtenus. Et donc, Ouarzazate est bien parti pour être une expérience qui marche. Vous avez vu le dernier projet éolien au Maroc aussi? Oui. Ils sont en dessous de 3,5 $ le kilowattheure aussi. Vous vous rendez compte? Ils ont un avantage comparatif quand même. Avec le couloir de l'Atlantique, c'est un peu comme l'Espagne. Mais encore une fois, c'est la technique de financement qui a fait ça. Monsieur Hasni, on voit à peu près, disons, en fonction de ce que vous nous avez dit jusqu'ici, un petit peu les contours de ce que vous souhaiteriez, vous, pour le développement du programme, les orientations générales. Mais bon, par rapport à ces orientations générales, l'annonce qui a été faite la semaine dernière, pas semaine dernière, avant-hier, l'annonce d'un partenariat entre Sonatrach et l'ENI, ça ne rentre pas dans le cadre de ce que vous proposez. C'est un petit projet, apparemment 10 mégawatts. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, Sonatrach et l'ENI? Qu'est-ce qu'ils prévoient de faire? Ils prévoient de faire un projet, c'est 10 mégawatts. Oui, c'est un petit projet. C'est quoi? C'est quelle technologie? C'est du photovoltaïque. Du solaire voltaïque. CSP, c'est toujours supérieur. Oui, à 10 mégawatts, ça peut être que du photovoltaïque. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter des miroirs chez les Chinois? Ils ont fait un accord avec l'ENI. Donc, c'est avec l'ENI qu'ils vont faire ça. Alors, peut-être que, comme vous dites, ils vont leur ramener des Chinois, parce que c'est certainement la formule la moins chère. Monsieur Tawfiq Hasni, alors l'autre volet de la transition énergétique, puisqu'on en parle cet après-midi sur Radio M, c'est quand même l'efficacité énergétique, c'est essayer de dépenser moins d'énergie fossile pour rentrer un peu dans les clous des exigences internationales et des problèmes budgétaires. Parce qu'on peut rappeler qu'en 2015, on a consommé pour 35 milliards de mètres cubes pour le marché domestique en gaz et qu'on commence à se rapprocher du niveau de consommation domestique équivalent au niveau des exportations, ce qui est quand même un grand tournant psychologique. Alors vous dites la politique de réajustement des prix a commencé à mener le gouvernement, notamment sur le prix de l'électricité. Est-ce que vous considérez que c'est le bon rythme, que c'est pas assez audacieux, que ça a des effets, que ça n'a pas d'effet sur la consommation des ménages et de l'industrie? Les effets, c'est difficile de les percevoir tout de suite. Je pense qu'il faut laisser. Les gens paient, c'est leur dernière facture, les 2 dernières factures où ils ont vu réellement l'augmentation. Donc, je pense que c'est par la suite qu'on pourra apprécier les peut-être déjà des effets. Moi, je ne sais pas si cette année, cet été, j'ai eu la très bonne surprise, je crois que c'est la première fois, on n'a pas eu de délestage. On n'a pas parlé du tout de délestage cet été. On n'a pas eu aussi des grandes chaleurs. Il y a eu quand même. Non, pas autant que pas autant peut-être que les pas autant que l'année passée. En tout cas, il n'y a pas eu de coupure. Mais il y avait eu aussi une augmentation de la production. Il y a eu des unités qui sont entrées en production par Sonelgaz, il faut le reconnaître ça aussi. Donc c'est pas forcément les prix. Donc monsieur Hasni, vous préconisez de marquer une halte et de prendre du recul pour évaluer déjà les effets de cette augmentation? Non. Moi, ou de continuer à augmenter? Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que si vous voyez la situation, lorsqu'on parle de rente, revenons au concept de rente. Est-ce que vous savez que la plus grande part de la rente, c'est les pays consommateurs qui la prennent? La part du pétrole dans le prix de vente des carburants en Europe ne dépasse pas les 30%. C'était avant. Maintenant, ça va descendre autour des 15 à 20%, c'est tout. Le reste, c'est de la fiscalité, ça va dans les Donc, eux prennent plus de 60%. La véritable rente, c'est eux qui la prennent. Ouais. Donc, c'était illusoire de penser que nous étions un pays rentier, puisque la preuve, dès l'instant... Mais la rente sur, en fait, une énergie... Qu'est-ce que nous a dit le ministre Léa? Qu'en 2030, on ne pourra plus exporter. Rien qu'avec la consommation interne, c'est fini. Le gaz, on risque d'être aussi dans les mêmes échéances, dans la même situation. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est comment réduire cette consommation.
Alors, nous, lorsqu'on parle de passer sur les hybrides en utilisant le gaz torché, c'est que en parallèle, ça va nous réduire la consommation de plus de 40 milliards de mètres cubes de gaz par an. Et on peut le prouver. C'est pour ça qu'on dit, messieurs, on ne vous dit pas d'aller vers le solaire thermique, on vous dit d'aller vers les hybrides solaire thermique, gaz torché. Alors justement, une question, vous avez rappelé plusieurs fois sur ce plateau l'urgence de faire quelque chose pour récupérer les gaz torchés et les associer à ces projets hybrides. Est-ce qu'il y a du nouveau sur la gouvernance Mazozi, à Sonatrach, à ce sujet? Il y a, je l'ai compris, une prise de conscience, puisque là, il y a maintenant un groupe de travail qui s'est constitué et qui regroupe toutes les structures de Sonatrach et principalement l'AMAN, ceux qui ont les véritables informations sur les gaz torchés. C'est un investissement lourd pour récupérer les gaz torchés? Écoutez, en termes d'investissement, ce que nous disons, on doit remplacer toutes les cycles combinés turbines gaz de Sonelgaz. On ne pourrait pas les utiliser. Donc, remplacer ça, c'est en fait un investissement qui va être... C'est le même niveau qu'un cycle combiné classique. Nous sommes aujourd'hui en mesure de prouver, lorsque vous évaluez des alternatives énergétiques, ne faites pas l'erreur de comparer les coûts d'investissement, ça ne veut rien dire. Il faut comparer les coûts de cession. Or, une unité d'énergie donc renouvelable peut certes être un peu plus chère à l'investissement, mais sur 25 ans, les charges variables sont inférieures à 5% pour les hybrides. Ça veut dire que en coût moyen sur 25 ans, vous êtes en dessous de l'investissement classique de la centrale. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que l'investissement en JV avec les Américains de General Electric pour produire des turbines en Algérie risque de souffrir d'un problème de débouché si on ne va pas notamment sur les champs sur le gaz torché? Bon, parce qu'il y a eu cette critique à un moment donné, on a dit, M. Nordine Boutelfa a eu un peu la folie des grandeurs, en voulant coûte que coûte localiser en Algérie la production des turbines, compte tenu d'un programme pharaonique de production d'électricité, mais que finalement, peut-être qu'on n'aura pas comment le faire. Il n'y aura pas assez de gaz pour faire tourner toutes les turbines qui sortiront de là. On peut aussi exporter. Hein. Sans revenir sur... D'abord, acquérir la technologie de fabrication de turbines à gaz, si ça fait partie du processus, c'est toujours ça d'acquis. De toute façon, la transition énergétique, dès l'instant où vous sortez du gaz, c'est partout dans le monde que les turbines à gaz vont servir à rien. Servir à rien. Par contre, il faut savoir l'autre avantage du solaire thermique. La vapeur fait tourner des turbines. Mais autre chose, et là on travaille dessus, vous pouvez concentrer dans les tours solaires en pente jusqu'à 1500 degrés. Et on va bientôt implanter en Algérie une nouvelle technologie pour le transport de cette chaleur dans des tubes. Donc, vous pouvez très bien imaginer que la turbine à gaz, la première roue, c'est du gaz qui arrive qu'on brûle. Vous pouvez très bien imaginer qu'on ramène cette chaleur venant du solaire thermique dans la première roue de la turbine, qui deviendra une turbine solaire. Voilà, donc une deuxième utilisation du même équipement, mais voilà. qui est propulsé voilà. par une autre énergie que le gaz. Il faut faire confiance, là, voilà. Il faut faire confiance, absolument. Monsieur Hasni, alors, le monde dans lequel nous évoluons, il nous a beaucoup intéressés. Ces derniers jours, on essaie d'évaluer un peu l'évolution de la conjoncture mondiale dans les prochaines années. Est-ce que la demande va rebondir? Enfin, quand on parle de la demande, on pense surtout à celle de l'énergie, donc du pétrole. Mais vous nous avez prévenu il y a longtemps que la transition était engagée à pas de charge ailleurs dans le monde et que la croissance économique n'était plus couplée à la croissance de la demande, qu'on pouvait avoir de fortes croissances économiques sans que la croissance de la demande énergétique ne suive. Parce qu'on était en train de changer de modèle. Nous, ce qui nous intéresse en premier, c'est l'Europe.
est-ce que vous pensez que l'Europe va consommer ce que nous voulons produire, de l'énergie électrique verte dans les 20 prochaines années? Parce que Desertec, c'était quand même ce rêve, c'était de placer 15 000 mégawatts par an en Europe. Oui, parce que... on en est revenu un petit peu quand même. Attendez, on a dit que en termes de consommation, ça va augmenter. D'un côté, la poussée démographique, et d'autre part, l'évolution des systèmes. On parle de 3e, 4e révolution industrielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être un peu plus économe. On va produire que ce dont on a besoin. Et maintenant, ça devient de plus en plus une réalité. Maintenant, les imprimantes 3D peuvent vous construire une maison. Et il faut faire confiance au génie de l'homme et ça va arriver. Le monde de demain, ce sera des mégapoles de 100 millions d'habitants. Ce ne sera plus le même système de consommation. D'accord? Il faudra produire... Avec les objets connectés. Voilà, tout. Et tout va être produit localement pour éviter les pertes d'énergie dans le transport, etc. Ah, là, vous êtes en train de nous dire qu'on ne va pas exporter, alors, à ce moment-là, de l'énergie verte. Attendez, non, mais l'électricité, non, produire localement, mais on aura toujours besoin d'énergie. Nous-mêmes. Eux aussi, voilà, d'accord. Mais il n'y aura plus d'énergie fossile. Le nucléaire tel que nous connaissons sera épuisé. Il n'y aura plus les ressources en uranium. Alors, il sera épuisé faute de minerais, faute d'uranium. Absolument. Donc, on parle de la nouvelle technologie en espérant qu'on arrivera à la fusion d'ici là, peut-être. Mais aujourd'hui, l'énergie solaire a de quoi satisfaire 10 fois la consommation mondiale. Rien qu'en Algérie. Hein. Donc, vous voyez que ce monde, aujourd'hui, aura besoin aussi de revenir à quelque chose de moins énergétivore, d'éviter les surconsommations qui risquent de gêner même le développement de la vie sur Terre. Monsieur Hasni, moi je voudrais... Enfin, Hassan tout à l'heure a dit que ce qui nous intéressait surtout l'Europe. Moi je voudrais qu'on parle surtout de l'Algérie. Parce que bon... Quand on dit, vous êtes, d'accord. Oui, non, mais non, d'accord. Non, mais moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est je termine parce que je pas. C'est notre client. Vous êtes un spécialiste de l'électricité. Moi, je voudrais juste vous poser je lis régulièrement que dans certains papiers, que l'Algérien consomme plus d'électricité que le consommateur européen. C'est vrai, ça? Non, je sais pas, je lis régulièrement cette affirmation, ça me surprend, ça me paraît très bon, c'est pas vrai ça. Non. C'est pas vrai, d'accord. Bon, écoutez, on consommait pratiquement 800 kW par an par habitant. On est monté, on va arriver à 1200. Mais si on arrive à 2500, c'est déjà bon. Les autres sont bien 10 fois, les Américains surtout, c'est beaucoup plus élevé. D'accord, ça m'a étonné aussi. Maintenant, est-ce que vous avez vu dans le monde des ressources financières qui apparaissent, 400 milliards d'euros pour le projet Desertec, alors qu'il n'y avait même pas la technologie d'existence? Ça veut dire que le marché était suffisant. Oui. Ils n'ont pas changé d'avis. Pourquoi? Parce que, de toute façon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Enfin, 400 millions d'euros de promesses de contribution. Ah non, c'était des banquiers et des compagnies d'assurance. C'est pas n'importe qui avait misé sur ça. Qu'on soit bien clair. Hein. C'est pas des investisseurs. Voilà. C'était ceux qui devaient fournir l'argent. Qu'est-ce qui a retardé le déploiement? C'est la période de remontée des prix du pétrole? C'est la fin des subventions pour le renouvelable? La crise de 2007-2010? Écoutez, il y a plusieurs facteurs. D'abord, vous avez vu une réaction négative chez nous. On a dit ils veulent nous coloniser, rappelez-vous. Oui, bien sûr. Monsieur Yousfi, monsieur Boutelfa. Oui. De l'autre côté, il fallait savoir qu'il y avait d'autres intérêts en Europe qui voulaient conserver le marché européen de l'électricité. Et on venait en concurrent à ce moment-là. Et naturellement, certains lobbies ont aussi agi pour éviter cela.
Les Marocains aussi voulaient récupérer aussi tous les moyens financiers pour eux. Et ils sont en train de le faire très bien. Mais c'est parfois ce genre de facteurs et d'éléments qui font que ce projet a été stoppé. Alors l'autre facteur, on dit aujourd'hui en Arabie Saoudite, désolé Hassan de parler d'un autre pays encore une fois, mais on dit que avec la nouvelle gouvernance, le fils du roi qui le prince qui est très très tourné vers la diversification et qui veut se déconnecter de la dépendance au pétrole, mais en même temps on a le sentiment que l'Arabie Saoudite veut maintenir un prix d'équilibre autour des $50. On va en avoir la confirmation probablement dans les 48 heures, pour pouvoir continuer à réguler le marché, à récupérer des parts de marché, à ne pas laisser les producteurs chers occuper le marché, etc. Donc, pour donner encore plus de temps au gisement, une durée de vie plus longue au gisement, donc donner encore une plus longue vie à l'énergie carbone. C'est une vision. Une autre vision. Les Saoudiens ont lancé une très bonne étude. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, d'ici à 2020, on veut arrêter d'être dépendant du pétrole. Et ils ont dit, nous voulons être les leaders dans le domaine des énergies renouvelables. Et ils ont créé une société qui s'occupe de ça et qui fait très bien ça. De l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le tourisme culturel, c'est à peu près 50 milliards de dollars, c'est 16 millions de touristes par an. De pèlerins. 2030, ils pensent arriver à 35 millions. 2040, à plus que ça. Eux sont en train de diversifier. Et ils ont compris ce que voulait dire la transition énergétique. Lorsque vous dites c'est la décarbonation de l'économie, c'est la fin des énergies fossiles. Et c'est une chose que vous pouvez difficilement contrer. Rappelez-vous l'adage. L'âge de pierre ne s'est pas arrêté. Absolument, parce qu'il n'y avait plus de pierre. C'est en réaction à cette peur que ça se termine, alors qu'ils ont encore beaucoup de pétrole dans leur gisement, qu'ils ont contribué à faire baisser les prix. Parce qu'avec des prix très hauts, on aurait accéléré la transition. Ouais. Moi, je pense que c'est l'inverse qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils disent il faut qu'on consomme le maximum de pétrole d'ici à 2020. Après, ça ne vaudra plus rien. Après, ça va tourner. Ça va tourner. Voilà. Alors, moi, j'aimerais quand même votre réaction. Parce que vous connaissez, évidemment, c'est pas parce que vous êtes expert de la transition que vous dédaignez l'évolution des conjonctures pétrolières. En Algérie, on a un débat entre ceux qui pensent qu'il va y avoir un choc haussier à la fin de cette période à cause du désinvestissement dans l'amont pétrolier et ceux qui disent rien n'est sûr. Alors, celui qui a avancé sur ce plateau la promesse ou le pronostic d'un choc haussier, c'est M. Morad Preur. Celui qui dit de plus, par ailleurs, que ça ne va pas arriver parce qu'on n'a pas les éléments, que l'Arabie Saoudite va tout faire pour que ça ne se passe pas comme ça. C'est plutôt Ali Hached, parce qu'il il n'a pas dit sur ce plateau, parce qu'on attend toujours qu'il vienne, et j'espère qu'il va finir par venir un jour. Mais il le dit, il a dit en public. Oui. On n'a pas d'éléments, et donc d'attendre un choc haussier vers 2019-2020, c'est peut-être une erreur. Ce que disait Ali Hached, c'est que le pétrole suit des cycles. On a connu un cycle haussier, c'est des cycles de 15 ans. Et c'est ce qu'a répété le prince Salman d'Arabie Saoudite. Le prince Salman a dit dernièrement, nous sommes dans un cycle baissier pour 15 ans. Pour 15 ans, hein. Voilà ce qu'il a dit. Ah oui, hein. Et en cela, Ali Hached le rejoint aussi. Je pense qu'Ali Hached a aussi d'autres sources d'informations que même le prince Salman partage. Donc 2020, pour ceux qui s'attendent à un retour à $80, $90. 2030, alors. Voilà. Bon, mais la transition, tellement engagée. Écoutez, les 2 dernières années, 25% des réductions dans les investissements pétroliers. Par an, oui. L'année passée, 21%. Aujourd'hui, les banques aux États-Unis refusent de financer les boîtes pétrolières. Vous le savez, ça? Non. Celles qui font du gaz de schiste, j'imagine.
Mais d'une façon générale. Aujourd'hui, quels sont les gisements qui peuvent être rentables à moins de $60? Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Monsieur Hasni, on arrive vers la fin de cette émission. Moi, je voudrais quand même un dernier point de vue précis sur l'organisation de la force de frappe algérienne dans le gaz, dans les énergies renouvelables. On a dit Sonatrach redevient un acteur, c'est nécessaire, mais ça suffit pas. Vous réfléchissez à des solutions qui impliquent le privé algérien, mais on sent qu'il manque un acteur stratège. Nil aurait pu l'être, je sais pas où ils en sont. Qu'est-ce que vous préconisez de ce point de vue-là? Parce qu'on ne peut pas compter sur un acteur qui existe déjà et qui est plongé dans le carbone. Alors nous, ce qu'on préconise, c'est un partenariat public-privé, Sonatrach, avec les grandes entreprises algériennes qui peuvent réellement... Projet par projet. Non, d'abord, la société de développement. La société de développement. On crée ça. Ensuite, on va attaquer les projets. D'accord. Donc voilà. Donc la case de départ, c'est la société de développement. Et il faut avoir aussi une approche bien précise. Le développement, il faut le faire par technopole, en décentralisant tout. Et le développement des énergies renouvelables ne peut se faire que dans le sud. Là où les terrains sont disponibles, là où on trouve le gaz torché, OK. Donc, il faut qu'on revoie tout le système. Par exemple, pour lever toutes les contraintes administratives, dire que le technopole sera une zone franche. À ce moment-là, on enlève tous les liens avec l'administration. Extraterritorialité. Le contrôle se fera par la société de développement. Donc là, on va décentraliser. Toutes les décisions d'attribution de terrain doivent se faire sur ce technopole. C'est le prix à payer pour faire du rattrapage. Si vous voulez que les gens viennent. Maintenant, vous prenez Hassi R'Mel. Du point de vue sécurité, Hassi R'Mel va devenir le hub de l'énergie en Europe. Alors, vous dites aux Européens, messieurs, vous allez nous financer aussi les moyens de sécurisation, les drones, tous les moyens de satellites, tout ça. Vous les amenez aussi pour nous aider à assurer ce qui va vous revenir à vous. Et à ce moment-là, vous allez lever tous les risques qui peuvent exister. Il y a un rapport que le FCE va présenter sur la question bientôt? Oui, c'est dans ces idées-là. Sonelgaz, dans votre schéma, vous l'avez évacué? Non, Sonelgaz est un partenaire. Non, on est en train de... Sonelgaz va être Sonelgaz, je pense, elle a une filiale qui va continuer, c'est SKTM. Il faut la laisser continuer maintenant, bien sûr. Les Européens... Mais là, je parle de Sonatrach, c'est beaucoup plus aller vers l'utilisation des gaz torchés. C'est là où Sonatrach peut être efficace. Parce que lorsque vous voulez créer un project finance, il faut que celui qui vous fournit l'énergie primaire soit aussi dans le projet. Les Européens, ils viennent à Hassi R'Mel à cause des gaz torchés, pour vous, parce que c'est le... On a parlé de Hassi R'Mel, il y a Hassi R'Mel, Hassi Messoud, alors il y a plusieurs sites qu'on pourra développer. Là où il y a les gaz torchés, on en a partout. Monsieur Tawfiq Hasni, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct. Merci. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance.